Eh ben, bonjour, merci d'être présent, vous êtes beaucoup, ça fait un peu peur. Moi, c'est Anne-Sophie, je suis Lead Design Accessibilité à la DINUM, la Direction interministérielle du numérique. Et non, j'ai un truc là. À la DINUM, je travaille chez Betagouv, un incubateur de services publics. Donc, il y a plein de services qui sont en incubation, que vous connaissez peut-être pas encore. Ça peut être des services pour le grand public, comme 1000 jours. Ça peut être des services plutôt pour les professionnels, comme Track Déchets, ou des services qui sont orientés pour les agents et agents publics, comme Démarche Simplifiée. L'incubateur, il incube plein de services différents. Il y a environ 200 équipes qui sont totalement autonomes dans leur recrutement, dans leur gestion de leur roadmap. Et les équipes sont plus ou moins grosses. Il y a quelques grosses équipes, mais souvent, c'est des toutes petites équipes de 4-5 personnes. Et en tout, ça représente 1500 personnes. Donc c'est un gros... ça, c'est juste pour vous situer le contexte. Ce que je fais, moi, chez Betagouv, j'ai toujours eu un peu de mal à le définir. Je fais de l'accessibilité, mais ça se... Je fais plein de choses différentes. J'accompagne les équipes, j'anime une communauté, je fais de la documentation, je suis des KPI. Et c'est compliqué d'expliquer tout ça, donc j'ai toujours dit, moi je fais de l'accessibilité, mais sans vraiment savoir expliquer mieux que ça ce que je faisais. Et en vérité, ça n'a pas toujours été le cas. Quand je suis arrivée chez Beta, je suis rentrée en tant que UX designer, où ils cherchaient effectivement quelqu'un qui avait un petit peu une composante accessibilité. Moi, j'étais hyper intéressée par le projet. Et on m'avait dit, aujourd'hui, on ne sait pas trop où on en est sur l'accessibilité. C'est un signal pour dire, généralement, on en est au niveau 0. C'est plus poli de dire comme ça. Et donc, j'ai commencé par faire ce que je sais bien faire en tant que UX designer, c'est faire de la recherche utilisateur pour comprendre mes utilisateurs, qui ici étaient les gens qui travaillent sur les produits chez Beta. Donc, ça veut dire un protocole de recherche, discuter avec les gens qui travaillent dans les équipes pour comprendre quels sont vos objectifs, comment est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce qui est difficile. Il y a 3 grandes choses que j'ai remarquées suite à ces entretiens, que je vais montrer un petit peu. La première chose, c'est qu'il y avait cette idée reçue que chez Beta, l'organisation ne permettait pas de faire de l'accessibilité. Après, il y avait aussi le problème de on ne sait pas comment faire, et puis de c'est pas qu'on ne veut pas le faire, mais on le fera plutôt demain, ou après-demain, ou dans 10 ans. Donc, il a fallu un peu démonter toutes ces idées reçues. Par exemple, est-ce que accessibilité et Lean sont compatibles ? Le Lean, pour rappel, c'est cette idée qu'on veut confronter très rapidement une idée au marché en faisant un investissement minimal pour voir si on valide l'idée ou pas. Et dans le rapidement, il y a ce truc de « ouais, mais en fait, on a 1 million de sujets à la création du produit, donc effectivement, l'accessibilité, on ne l'a pas retenue ». Ou bien le côté minimisé, c'est nous en fait on fait pour le plus grand nombre, on n'a pas le temps de penser aux gens un peu différents, c'est pas très éthique, on sait, mais voilà, on peut pas faire de l'accessibilité. Pour essayer de contrer ça, je me suis lancée dans la création d'une sorte de programme. Là, en 20 minutes, j'ai pas le temps de vous rentrer dans les détails, mais c'est pour vous proposer l'idée. Un programme, c'est l'idée de dire chez Betagouv, dans l'incubateur, les produits passent par différentes étapes et à partir de ces étapes, on peut créer des grands jalons et avec des checklists, on peut dire que l'accessibilité, on peut la prendre en compte au fur et à mesure pour que ça marche. Mais pour que ce programme marche, il faut que la hiérarchie, les parties prenantes, elles m'aident à le pousser. Et la hiérarchie, elle veut bien pousser un truc, mais seulement si je lui ai montré que ça marchait. Donc je suis dans un espèce de... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais pas. Je suis dans un espèce de cercle vicieux où mon programme ne peut pas marcher tant que la hiérarchie ne pousse pas, etc. Donc j'ai fait un truc que je sais super bien faire, c'est faire semblant que ça marche, jusqu'à ce que ça marche vraiment. Concrètement, ça veut dire en fait trouver des équipes pilotes avec lesquelles je vais pouvoir expérimenter le programme et le faire itérer jusqu'à ce qu'il marche. Et pour les parties prenantes, pour les convaincre, j'aurais bien aimé les rassembler dans un amphi, genre comme celui-là, et faire une formation hyper descendante pour leur expliquer pourquoi il faut faire de l'accessibilité, comment. Mais en fait, c'est impossible, les gens, et surtout les hiérarchiques, ne viennent pas à ce genre de support. Donc, j'ai fait plein d'échanges individuels et personnalisés dans le sens où, à chaque fois, il fallait comprendre pourquoi la personne, elle bloquait individuellement sur l'accessibilité, essayer de démonter ces idées reçues-là. Et donc, c'est au détour d'un couloir, pendant la pause repas, en hackant une autre réunion. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce travail-là, c'était une perte de temps, que ça servait à rien et que c'était voué à l'échec.
Et puis un jour, il y a quelqu'un qui, comme d'habitude, a dit « mais nous, on ne peut pas faire de l'accessibilité, c'est trop compliqué ». Et là, mon chef, il a dit « mais tu dis n'importe quoi ». Et il a commencé à dérouler tous les arguments que j'avais soufflés depuis des années. Et je me suis dit « waouh, mais en fait, il m'écoute, c'est trop bien ». Et donc c'était une belle petite victoire quand j'étais plus la seule à défendre ces choses-là. Après, il y a cette histoire de comment construire des produits accessibles. Dans les équipes que je rencontrais, on me disait nous on fait avec ce qu'on a, dans notre équipe personne n'est formé, donc on bidouille quoi. Et je peux pas blâmer les équipes parce qu'effectivement aujourd'hui l'accessibilité elle n'est pas enseignée ou très peu aux designers, aux développeurs, aux développeuses. Et du coup, on ne sait pas qu'il y a un gap, on ne peut même pas penser à recruter des gens qui fassent de l'accessibilité parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un savoir qu'on n'a pas. Donc la question c'était, est-ce qu'il faut qu'on mette des experts et des expertes dans chaque équipe? C'est un peu le conseil numéro 1 quand on travaille juste avec une équipe, on fait intervenir une personne experte. Mais moi j'en ai pas une, j'en ai 200. Du coup, cette idée elle ne nous convenait pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça entretient une mauvaise dynamique où l'équipe, elle se dit « non, moi je fais du design, je fais du dev, mais l'accessibilité, c'est pas mon job ». Et puis, comme on est dans un incubateur où c'est vraiment spécifique à mon contexte, mais les équipes, au bout d'un moment, le produit va sortir de l'incubateur et va rejoindre un ministère ou une agence d'État ou un opérateur. Mais du coup, l'experte va partir et nous, on ne veut pas qu'il y ait cette perte de savoir. Donc ça marche pas. Et puis c'est pas du tout adapté à des toutes petites équipes où quand il y a déjà 4 personnes, il y a une grosse concurrence sur qui sera le prochain recrutement. Est-ce que ce sera un front dev ou quelqu'un qui fait du design ou voire même du content design si on a de la chance. Et du coup rajouter encore une expertise, c'était compliqué. À la place, on a choisi une autre approche qui est de faire monter les gens, et il y en a beaucoup, en compétences, mais un petit peu. Et l'idée, c'est de dire que l'accessibilité, c'est vraiment une discipline qui est pluridisciplinaire. Il y a plein de facettes à l'accessibilité. Et il n'y a pas besoin d'être expert ou experte en accessibilité pour mettre des alternatives aux images, par exemple. Et en faisant ça, en faisant monter en compétence les gens sur ce qui fait partie de leur métier, en fait, on va pouvoir laisser les experts et les expertes, on peut quand même les solliciter, mais plutôt pour des sujets hyper complexes où là, on a besoin d'un regard de quelqu'un qui a de l'expérience. Ça veut dire concrètement que pendant des années, j'ai essayé de mettre en place de la sensibilisation. Tous les mois, j'invitais 60 personnes, les gens qui arrivaient dans l'incubateur, pour les former. Et tous les mois, il y en avait 4 ou 5 qui venaient, les mois où j'avais de la chance. C'était déprimant. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai compris qu'il fallait arrêter. À la place, j'ai créé plein de supports différents qui vraiment traitaient d'un sujet hyper concret et hyper actionnable. Du genre, comment utiliser le design system de l'État correctement pour faire de l'accessibilité, comment choisir bien ses couleurs. Ou bien, si vous faites un projet avec un sujet de cartographie, voici les grandes questions à se poser. Ou si vous avez beaucoup de contenu et de contenu textuel, comment penser en français simplifié. Des trucs vraiment concrets. Au milieu de ça, il y a de la sensibilisation, mais surtout ne le dites pas aux gens, sinon il ne viendra plus. Je leur cache. Mais finalement, j'ai choisi cette approche-là. Et puis, il y a cette idée que, en fait, je pourrais pas, je ou mon équipe, on ne peut pas former les gens à devenir des experts ou expertes en accessibilité parce que il faudrait 2 jours, 5 jours ou 5 ans, en fait, peut-être. Et donc, en 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, on n'a pas le temps de devenir expert, mais par contre, on a le temps d'apprendre à se poser les bonnes questions et à savoir comment penser comme quelqu'un qui fait de l'accessibilité et dans quel ordre dérouler les choses. Un exemple d'atelier qu'on mène, je ne l'ai pas inventé, il est inspiré d'un protocole du W3C, c'est l'atelier EasyCheck, où on va proposer aux équipes de tester leurs services en utilisant des gestes qui se rapprochent de ce que des personnes handicapées peuvent faire. Par exemple, la navigation au clavier, c'est utilisé par plein de personnes qui ont des troubles moteurs, et tout le monde peut naviguer au clavier et voir si ça marche ou pas. Et puis à la fin de cet atelier, on a un beau livrable où on voit là où c'est vert, c'est où ça va bien, là où c'est rouge, il y a des trucs à revoir.
Et donc chaque équipe va pouvoir construire sa roadmap de tiens, nous, il y a une page qui a plus d'erreurs que les autres, ou bien il y a une fonctionnalité d'accessibilité qui est moins supportée que les autres. Et chaque équipe peut construire sa roadmap finalement. C'est un atelier hyper pratique qui ne demande pas de compétences techniques en accessibilité, mais on apprend sur le tas. Toute cette base de connaissances là que je vous parle, on ne l'a pas sortie de nulle part en fait. Elle a été nourrie par les accompagnements que je peux faire aux équipes. Aujourd'hui, j'ai un beau catalogue d'accompagnement où j'aide les équipes sur la stratégie d'accessibilité, sur la design review. En vrai, au début, c'était beaucoup plus anarchique. C'était des gens qui venaient avec des questions, du genre « Salut, nous, on doit être 100% conforme, on ne sait pas ce que ça veut dire et on doit l'être dans 6 mois, qu'est-ce qu'on fait ?» Ou bien des gens un peu plus avancés, on a des maquettes, on a une nouvelle fonctionnalité, est-ce que tu peux me dire si ça te paraît bien ou s'il y a des points d'attention à avoir en termes d'accessibilité ? Ou on a inventé un nouveau composant qui n'est pas dans le design system, est-ce qu'il y a des choses à faire ? Et à partir de ces questions-là, qui reviennent souvent, on voit les thématiques, les questions que les équipes peuvent se poser. À partir de là, on va construire et affiner notre catalogue d'accompagnement et notre base de connaissances. Et puis, il y a la question de quand s'intéresser à l'accessibilité. Là, le programme, il visait un petit peu à répondre à ça, de tu fais les choses dans l'ordre. Mais quand je suis arrivée, il y avait déjà plein d'équipes existantes qui n'ont pas attendu le début du programme, donc il fallait qu'elles commencent à se mettre à l'accessibilité. Par exemple, il y a une équipe qui m'a dit oh, « Mais nous, on a découvert qu'on avait des utilisateurs malvoyants, on était surpris. » Et j'étais en mode « Ah, mais si tu étais venu à ma sensibilisation, tu saurais. Il y a des personnes handicapées dans la vie, c'est fou. » Bon, j'ai pas dit ça, j'ai été très sérieuse, très professionnelle, mais mon enjeu, en fait, c'était de faire en sorte que les équipes, elles passent pas en réaction, elles pensent pas à l'accessibilité en réaction à quelque chose qui est souvent négatif, mais plutôt de manière proactive. Et donc, il fallait rendre l'accessibilité visible. Par exemple, auprès de la hiérarchie, je mets mes lunettes sérieuses et je dis des mots sérieux. Je dis reporting, KPI, stratégie. Ça fait son effet. Au contraire, avec les équipes en présentiel, je vais plutôt aborder la chose d'un côté ludique. L'accessibilité, ça fait partie de notre métier, c'est super intéressant, c'est fun. Je vais proposer des formats de sensibilisation. Par exemple, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'assister à l'atelier de Tamara hier. C'est un super atelier à faire avec les équipes pour apprendre à trouver les bons arguments. Et puis entre les deux, il y a plein de nuances différentes. Par exemple, en ligne, je vais être sur tout l'espace communauté en ligne où les gens posent des questions. Je vais poster des outils, de la veille, documenter des choses. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un moment présentiel, une newsletter, un bilan de l'année. Tout le temps, il faut qu'il y ait le mot accessibilité, avec une valeur ajoutée, hein, bien sûr, mais qu'on parle du sujet, quoi. Et ça, je le fais moi parce que je suis payée pour le faire, mais je ne suis pas la seule à le faire. L'idée, c'est vraiment de faire communauté et je veux absolument éviter l'effet goulot d'étranglement. Je ne dois pas être la seule personne à avoir cette expertise-là. Donc je m'appuie beaucoup sur plein de gens. Les champions, ça va être les équipes qui sont moteurs et qui sont proactifs sur le sujet, qui poussent toujours plus loin pour m'aider à créer des nouveaux supports. Les alliés, ce n'est pas forcément les personnes qui utilisent les services qu'on peut mettre en place, mais sont les gens à qui je peux chouiner et dire ah, ça ne marche pas, je ne sais pas comment le faire, et qui vont m'aider à développer plus loin. Et puis les sponsors, je l'entends par toutes les personnes qui vont pousser les équipes à solliciter mon équipe pour aller plus loin. Et voilà. L'idée, c'est que permettre à tout le monde d'être moteur, que tout le monde puisse s'emparer du sujet, se sentir légitime à promouvoir l'accessibilité au sein de l'organisation. Tout ça, je l'ai construit un peu de manière organique depuis 2020 chez Betagouv. Et en fin d'année dernière, pendant les vacances de Noël, je lisais ce livre. J'ai des vacances passionnantes. Et j'étais vraiment bluffée parce que toutes les questions que je m'étais posées, où j'étais pas sûre de moi, je me demandais si j'avais pris les bonnes décisions un peu pragmatiques. Et en fait, elle parle de tout ça. Devon Persing, c'est une experte en accessibilité américaine indépendante. Et dans son livre, elle parle, franchement, toutes les questions que je me suis posées, elles étaient dedans. Et généralement, ce que j'avais choisi, c'est ce qu'elle choisissait aussi. Donc j'étais plutôt contente. Mais j'ai compris que ça avait un mot, ce que je faisais. Il y avait un terme pour le désigner. Le fait de relier les gens, les pratiques, la technique pour créer, maintenir et améliorer l'accessibilité. On pouvait l'appeler Accessibility Ops.
Et du coup, comme à la base, j'étais quand même designeuse, j'ai cherché un peu ce que les gens faisaient en design ops pour voir si je pouvais m'en inspirer. Par exemple, je suis tombée sur ce graphique de Jules Mahé. Et quand j'ai vu ça, je dis ouais, mais en fait, c'est exactement ce que je fais. Industrialiser, coordonner, outiller, évangéliser, c'est tout à fait ce que je fais chez Beta. Et donc, tout ce bazar-là que je voyais, en fait, j'ai pu le ranger bien dans des cases. Alors, j'adorerais vous parler de cette slide pendant très longtemps, mais j'ai que 20 minutes. Donc, si vous voulez la prendre en photo, et après, on se voit dans le couloir. Mais j'ai pu ranger un peu et mieux structurer mon activité. Et l'autre chose qui m'a plu dans le Design Ops, c'est cette idée d'itérer, ça c'est un graphique de Farid Sabidov, sur l'idée qu'on fait de la découverte, on teste des trucs et si ça marche, on passe à l'échelle. Et ça, je l'ai vraiment aussi reconnu ma manière de travailler là-dedans. Parce qu'au début, moi j'étais toute seule, enfin j'étais pas toute seule, j'étais la seule à faire de l'accessibilité et j'étais dans une équipe de designers transverses. Et puis, avec le temps, j'ai eu la chance de pouvoir monter une équipe pluridisciplinaire, notamment avec quelqu'un qui a une expertise plus technique que moi, qui suis dev à la base. Et donc maintenant, on a une vraie équipe qui a un beau nom, Pôle numérique inclusif, où on fait vraiment ça. Et le fait que l'équipe ait grandi, on a pu s'attaquer à plus de sujets. Et moi, au début, le sujet, c'était juste accompagner les équipes. Et ça continue encore aujourd'hui, évidemment, ça évolue toujours, mais après, j'ai pu structurer cette histoire de programme et d'offre de service, mais il a fallu du temps avant d'arriver à ce niveau de maturité. Et là, on arrive encore à un nouveau niveau de maturité dont j'ai pas forcément pu parler là en 20 minutes, mais où on prend un niveau un peu au-dessus pour établir une stratégie et s'assurer qu'il n'y a personne qui reste un peu derrière. Et c'est hyper intéressant. Et donc, ma conclusion, parce qu'on arrive déjà à la fin, c'est que pour passer l'accessibilité à l'échelle, déjà, comme je m'adresse à des designers, je voulais vous rappeler que là où il y a du design, il y a de l'accessibilité, parce que ce sont deux disciplines qui sont vraiment liées, et sans forcément vous encourager à faire le virage 100% accessibilité comme j'ai fait sans faire exprès, vous pouvez peut-être, vous aussi, dans votre pratique, faire monter l'accessibilité via le design system, via la documentation, se faire la voix des utilisatrices handicapées. Enfin, il y a plein de manières de le faire. Et la deuxième conclusion que j'avais, je l'ai relue dans un autre livre que je vous recommande. C'est même pas un livre, c'est un petit PDF qui s'appelle Giving a Down About Accessibility. Et dedans, elle dit que le perfectionnisme, c'est une très mauvaise approche pour l'accessibilité et que sinon, on ne fait jamais rien. Et ça m'a rassurée de le lire parce que plein de fois, j'ai l'impression que je faisais des choix qui étaient pragmatiques mais qui n'étaient pas idéaux, si ça se dit. Et en fait, je me rends compte que c'est quand même comme ça qu'on fait avancer l'accessibilité, en faisant des petits pas. Et quand on regarde 5 ans après, on voit qu'il y a eu des belles choses de fait. Je vous remercie. J'ai parlé de plein de choses sur ce qu'on a fait chez Beta et on essaye de les publier. Donc si vous voulez, j'ai mis 2 QR codes vers des ressources et des documentations de ce qu'on a pu mettre en place. Et voilà, c'est là déjà fin. Ça passe vite.